Cette nuit, la forme que mon récit doit adopter m'a été révélée par un rêve. Davantage qu'un livre amphibie, il me faut inventer un roman vortex, dansante comme un tourbillon d'écume, un roman aux pages branchies, aux phrases ciselées comme des écailles, un roman qui se lance à la mer et nage vers le paléolithique. Introduction à Écume, le nouveau roman de Véronique Bergen. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick. You're to look for the white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow. To chase that white whale on both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out. Think what they're doing, I beg thee, think. Set the mainsail! No, sir, no. Mr. Starbuck, are you opposing me? If so, I'll have you know that there's one God that is Lord over the earth and one captain over the Pequod. Voilà, waouh, quel contre-plongée, c'est magnifique. Un Moby Dick dans la version de John Huston, évidemment, dans les années 50, je crois. Oui. Bonsoir Véronique Bonsoir, Bergen. David. D'après le chef-d'œuvre de Melville. Le film, tout d'abord, vous l'avez vu, celui-là? Oui, oui, bien sûr. Et ça vous a immergé, pour faire un jeu de mots Immergé, ouais. au même titre que le roman de Ouais. Melville, Pourquoi bien sûr. le roman, c'est un roman mythique, hein. On Oui. va parler du vôtre, qui deviendra peut-être mythique. Mais enfin, Moby Dick, vous êtes un peu dans le sillage de Moby Dick. En tout cas, vos héros, héroïnes et héros sont dans son sillage. Pourquoi Moby Dick captive tant, à votre avis, encore aujourd'hui ? Mais je pense qu'il y a, il y a la flamboyance de ce roman qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Il y a cette espèce de lutte, de gigantomachie entre la baleine blanche et le capitaine Ahab. Donc c'est un roman métaphysique, c'est un roman éminemment physique. Et moi, j'ai voulu donner quelque part un pendant ou une réponse qui soit comme une lettre, moins à Herman Melville, parce que bon, son chef-d'œuvre est incontesté, mais au capitaine Ahab. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit un roman dont le personnage révèle très très vite son nom. Ismaël. Donc on comprend directement qu'effectivement il y a un lien avec le mousse et le survivant du Pequod. Et donc j'ai voulu aussi, après on en parlera, construire un roman qui prenne en compte deux prédations. Et donc tisser ces deux figures où il y a Moby Dick, mais il y a aussi Anaïs, une créature humaine dans les territoires aquatiques, on va maritimes, on va en parler. J'allais dire tous les océans y passent. Hein, ça s'appelle Écume déjà, mais vous aimez, c'est sombre aussi en même temps. Vous aimez les territoires sombres. Moi, je me souviens du fleuve de Cendres aussi. Il y a vous aimez vous enfoncer. Enfin, je veux dire, enfoncer vos lecteurs, les entraîner quelque part. Non mais je pense que le territoire de la fiction, pour moi, c'est quand même une espèce de creusement des pulsions, du souterrain, donc des abysses, effectivement. C'est pas nécessairement sombre, mais c'est sous la ligne de flot de la conscience. Et donc, au travers d'écume, bien sûr, il y a un jeu de mots et des connotations à tous les niveaux. Il y a l'écume physique, l'écume plus érotique. Ouais. Et donc, les personnages sont des personnages en quête. Et le personnage principal, comme je disais, Ismaël,
au travers de sa narration, tend un énorme chant d'amour à Moby Dick. Et donc impute quelque part à Melville la responsabilité d'avoir créé un capitaine Ahab monomaniaque qui a fait des émules malheureusement aujourd'hui. Et donc je prends à rebours le Moby Dick, qui est quand même une chasse à la baleine d'une cruauté sans précédent, où il y a véritablement un conflit surhumain entre un homme et la figure de la baleine vue comme l'ennemi. Et donc je renverse le dispositif et je fais d'Ismaël une espèce de marin qui vient du désert, qui est un faux marin, qui est un fils des tribus d'Israël, et qui tous les ans a rendez-vous avec une créature mythique qu'il entend sauver de la pollution, etc. Et c'est Moby Dick. Et quand j'ouvre le roman, cette année, les retrouvailles au milieu d'océans dont il ne sait rien n'ont pas lieu. Et en même temps, il rencontre une jeune fille qui n'a rien des mousses de l'équipage. Non, pas du tout. On va dire qu'il n'a aucune expérience à ce niveau-là, en tout cas, parce que des expériences, elle en a. Et cette Anaïs, d'où vient-elle? Comment vous l'avez imaginé, ce personnage? Elle embarque, il y a des moments très concrets, elle embarque à Amsterdam, sur la Mirabelle, c'est le nom du bateau. Exactement. Donc c'est parce que... Mais elle s'est imposée d'emblée, Anaïs. Il y a des personnages comme ça qui vous sautent au collet et dont le romancier ne peut plus contrôler l'apparition. C'est vrai, franchement, donc, souvent les romanciers disent ça, on ne contrôle plus notre personnage là. Ah, certainement. Et j'avais du mal à quitter le roman parce qu'on peut tomber amoureuse de ces personnages. Et donc on n'a pas envie de les quitter, et donc on a envie de les prolonger. Et donc simplement je voulais établir, comme j'ai dit, un court-circuit assez radical entre une créature qui représente le monde de l'escorte, qui fait commerce de son corps, qui est une citadine, dans la prostitution à la base, et dont on lit le journal d'Anaïs, qui est hantée par un ogre. Mais donc qui est très très loin du royaume de la mer, mais qui se révèle ce que Vinciane Després ou Donna Haraway appelle une cime enfant. Donc elle a des capteurs sensoriels. Et donc Ismaël essaye de décrypter les migrations de Moby Dick au travers des migrations plus erratiques, plus érotiques aussi d'Anaïs. C'est marrant, alors il y a chaque fois le journal d'Anaïs. Vous ne choisissez pas les prénoms par hasard, vous l'avez dit avec Ismaël, Israël, et puis il y a une déclinaison autour de ça. Anaïs aussi, il y a toute une déclinaison, on pense au journal d'Anaïs Nin, mais il y a plein de choses. D'ailleurs, ça fait un peu penser à quelque part Nabokov, il y a du Nabokov là-dedans. Oui, il y a de la Lolita, même, bien sûr. Lolita, peut-être un peu certaines chansons de Gainsbourg aussi, Apollinaire, les 11 000 verges, enfin. Quelles sont vos références, en fait, quand vous écrivez ça? Où est-ce que vous allez chercher tout ça? J'essaye de ne pas m'encombrer de références. Ici, j'avais bien sûr Melville, il y a plein de clins d'œil. Une carte aussi, peut-être, non? Une carte, en tout cas, imaginaire dans votre tête. Parce que il y a un planisphère. Exactement. Comme je disais, on avait pensé, l'éditeur et moi, mettre à la fin du livre 3 cartes maritimes avec les migrations des baleines, des cétacés, malheureusement fort bousculées en raison de la pollution, des sonars, etc. Une carte qui figurait les migrations d'Ismaël à bord de la Mirabelle et une carte d'Anaïs pour montrer un système d'écho, j'allais dire, entre la quête d'Ismaël, c'est qui est-ce, quel est le lien qui me lie à Moby Dick et comment lire Moby Dick au travers d'Anaïs, etc. et vice-versa. Et lire ça aujourd'hui aussi, parce que il y a tout ce dont on a parlé jusqu'ici, il y a aussi je ne sais pas comment le dire, pour ne pas le dire platement, mais une conscience écologique aussi que vous avez. Je me permets de lire un court extrait, c'est à la page 97. La colère de la nature se change en eau, en vent, ses flancs blessés par les humains dégorgent des hurlements liquides, amputés de ses forêts, de ces animaux sauvages, attaqués par la pollution, par des maladies, son métabolisme déséquilibré par les attaques anthropiques. La terre somme la pluie de tout recouvrir, le monde perd ses eaux, le Gulf Stream déréglé, l'océan, ses habitants sont perdus, désemparés.
Ça, c'était important pour vous aussi que ça figure dans ce roman? Absolument, c'est pour ça que j'ai mis à l'intérieur de la construction romanesque, premièrement, ce qu'on peut appeler des poèmes, ouais. des fragments militants, pour donner voix aux grands absents et à ceux qui sont effectivement victimes d'une apocalypse. C'est pour ça que je cite aussi Aurélien Barraud ou d'autres. Ouais. Et donc c'est vraiment un chant pour une nouvelle alliance. Donc si j'ai pris Ismaël, c'est aussi parce qu'il y a bien sûr tout le référent biblique au travers du capitaine Achab aussi, et que Ismaël rêve à une nouvelle alliance qui ne serait plus l'alliance entre Yahvé, le Dieu, et les humains, mais entre les humains et toutes les autres formes du vivant. Et donc il y a la dimension de quête, la dimension effectivement de l'importance essentielle des prénoms, et la dimension de l'ogre. Qu'est-ce qu'un ogre? Qu'est-ce qu'un prédateur? Et donc il y a le prédateur Achab, le capitaine de Melville, et il y a le prédateur de l'enfance d'Anaïs. Et donc, comme tous les romans, on ne se situe pas du tout dans la morale et dans le jugement. Non. Donc... jamais chez vous. Hein. Ce prédateur, pour le dire vite, on n'a plus beaucoup de temps, de l'enfance d'Anaïs, il arrive... Il est étonnant, il arrive brusquement, je veux dire, on s'y attend pas trop, on peut peut-être le prévoir un peu, mais voilà, ça c'est une des surprises, c'est énormément de surprises dans ce roman. Je ne sais pas comment vous l'avez construit, si vous l'avez écrit d'une traite, ou comment ça s'est passé? J'avais tout en tête, comme une espèce de raz-de-marée liquide, mais en même temps j'ai fait une construction des chapitres, Et donc je l'ai repris, je l'ai retravaillé aussi pour voir la sonorité, l'esthétique. Je ne sais pas comment vous faites, Véronique, parce que vous écrivez beaucoup. Mais j'écris très vite. Donc, vous écrivez vite? C'est une question de passion, et donc c'est comme une germination, quoi. Ouais. Comme Moby Dick sort des flots en faisant une gerbe d'écume avec un panache. Et les textes de Véronique Bergen sortent des pages, c'est magnifique. Merci. Ça s'appelle Écume. Je signale aussi la couverture, toujours très, très soignée d'ailleurs aux éditions En Livre, très jolie. Merci. Voilà, vous avez un coup de cœur. Vous m'avez dit, moi je tiens à évoquer Charline Lambert, c'est sous dialyse, je vais le montrer, à Espace Nord. Pourquoi ? Donc oui, comme coup de cœur absolu, c'est le diptyque d'une jeune poétesse belge, Charline Lambert, qui paraît dans l'Espace Nord, donc sous dialyse et chanvre-hélière, parce qu'il me semble que c'est une voix poétique totalement unique, qui creuse les territoires de la sensualité, qui revisite aussi l'Odyssée, mais avec une épiphanie dans la langue, et donc une problématique qui, à mon avis, pousse la poésie vers les contrées de la pensée. Et donc pour moi, c'est vraiment une des voix poétiques les plus fulgurantes de la nouvelle génération. J'ai signé la postface pour cette raison. Mais bon. Charline Lambert, c'est à Espace Nord sous dialyse. Évidemment, on se plongera dans Écume. N'hésitez pas, plongez-vous là-dedans, vous n'en sortirez pas indemne. Franchement, je vous le dis, merci beaucoup. Merci. Véronique, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.